On la voit partout, l'intelligence artificielle, dans les recommandations de films, dans nos GPS, pour traduire une conversation, bref, elle est là. Mais la vraie question, c'est comment une machine fait-elle pour apprendre? Aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder ensemble les rouages, les principes de base qui permettent à une machine d'apprendre à partir de simples données. Et cette citation de François Chollet, qui est un des grands noms de l'IA, eh bien, elle résume tout. Comprendre comment ça marche, ce n'est plus juste une curiosité de geek, c'est devenu une compétence indispensable pour s'y retrouver dans le monde qui vient. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 6 étapes. On va décortiquer ce sujet qui peut paraître compliqué en morceaux beaucoup plus simples à digérer. On va partir des bases pour aller vers des concepts un peu plus avancés. Allez, on commence par le début. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, ou machine learning, c'est en fait la capacité qu'a un ordinateur d'apprendre à partir de données, sans qu'on ait besoin de lui programmer chaque petite règle à la main. Et pour faire ça, il y a globalement 2 grandes approches. D'un côté, on a l'apprentissage supervisé. Là, c'est un peu comme si on était un professeur pour la machine. On lui montre des milliers de photos de chats et à chaque fois, on lui dit « ça, c'est un chat ». Elle apprend à partir d'exemples avec les bonnes réponses. Et de l'autre côté, il y a l'apprentissage non supervisé. Là, on donne à la machine un tas de données brutes, sans étiquette, et on lui dit « débrouille-toi, trouve des choses intéressantes là-dedans », par exemple, regrouper des clients qui se ressemblent. Pour cette analyse, on va surtout se concentrer sur la première méthode, l'apprentissage supervisé, parce que c'est elle qui est derrière la plupart des applications qu'on utilise tous les jours. On entend ce mot partout, les modèles d'IA. C'est un peu le mot à la mode, non? Le nouveau modèle de langage, entraîné en modèle. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement en modèle? En fait, c'est vraiment le cerveau de l'opération. C'est l'abscesse maîtresse qui va prendre les décisions. Un modèle, au fond, c'est juste un ensemble de règles. Une règle de décision. Si son but est de prédire le prix d'un appartement, c'est une règle de prédiction. S'il doit décider si un email est un spam ou pas, c'est une règle de classement. C'est simplement le mode d'emploi que la machine va suivre pour donner une réponse. Et là où ça devient intéressant, c'est que cette règle, bien souvent, c'est une formule mathématique. Alors attention, ne partez pas en courant. Regardez, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Les X, ce sont les informations qu'on donne à la machine. Par exemple, la surface d'une maison, le nombre de pièces. Et les θ, ce sont les paramètres. Imaginez que ce sont des sortes de potentiomètres, des boutons de réglage. Et tout l'objectif de l'apprentissage, ça va être de trouver la bonne position pour chacun de ces boutons, pour que la formule à la fin nous donne le bon résultat. On en arrive au cœur du réacteur. Comment est-ce qu'un modèle passe d'une formule un peu vide à un outil qui peut vraiment faire des prédictions utiles? Comment est-ce qu'il apprend à tourner ces fameux boutons de réglage dans la bonne position? C'est la question cruciale. Pour pouvoir apprendre, il faut pouvoir se corriger. Et pour se corriger, une machine a besoin de savoir quand elle a juste et surtout quand elle a faux. Elle a besoin d'un retour. Et ce retour, c'est la fonction coût. Il faut la voir comme le correcteur du modèle. À chaque fois que le modèle fait une prédiction, la fonction coût regarde la bonne réponse et calcule un score d'erreur. Plus la prédiction est loin de la réalité, plus le score est élevé. Du coup, l'objectif de l'entraînement devient limpide, il faut que le modèle trouve les réglages qui donnent le plus petit score d'erreur possible. Et pour trouver ce score minimum, les machines utilisent un algorithme incroyablement efficace, la descente de gradient. L'image qui illustre ça parfaitement, c'est celle d'un randonneur qui est perdu dans une vallée, en plein brouillard. Il veut trouver le point le plus bas, mais il n'y voit rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il tâte le terrain autour de lui pour sentir la direction de la pente la plus forte. Il fait un petit pas dans cette direction. Et il répète ça, encore et encore. Eh bien, la descente de gradient, c'est exactement ça. Au début, le modèle part avec des réglages de boutons, les θ, complètement au hasard. Il calcule son score d'erreur et il calcule la pente de cette erreur. Ensuite, il ajuste très légèrement ses réglages dans la direction qui fait baisser l'erreur. Et il recommence ce cycle des milliers, parfois des millions de fois. Petit pas après petit pas, il descend la pente de l'erreur jusqu'à trouver le creux de la vallée, là où son erreur est la plus faible possible. C'est ça, le processus d'apprentissage. Ok, notre modèle est entraîné, il a fait ses devoirs. Mais comment savoir si c'est un bon élève? Il faut lui faire passer un examen. Et cet examen, on le fait sur des données toutes neuves qu'il n'a jamais vues pendant son entraînement. Pour noter sa copie, on utilise un outil super pratique, la matrice de confusion. Elle peut avoir l'air un peu technique, mais en fait, c'est juste un bulletin de notes détaillé. Elle nous dit non seulement quand le modèle a eu raison, mais surtout, elle nous montre les différents types d'erreurs qu'il a commises. Par exemple, un faux positif, c'est quand il a dit oui alors que c'était non. Et un faux négatif, c'est encore plus embêtant, c'est quand il a raté un vrai oui. À partir de cette matrice, on calcule 2 indicateurs clés, la précision et le rappel.
La précision, elle répond à la question « Quand mon modèle affirme quelque chose, est-ce que je peux lui faire confiance ?» Et le rappel, lui, il répond à « Est-ce que mon modèle a bien trouvé tout ce qu'il était censé trouver ?» Prenons l'exemple d'un filtre anti-spam. On veut une haute précision pour être sûr qu'aucun email important ne finisse dans les spams. Et on veut un rappel élevé pour qu'un maximum de spam soit effectivement intercepté. Alors, qu'est-ce qu'on privilégie, une grande précision ou un grand rappel? Eh bien, la réponse, c'est que ça dépend totalement du problème. Si on développe un système pour détecter une maladie grave, on va vouloir un rappel le plus haut possible pour ne manquer aucun malade. Tant pis si on a quelques fausses alertes. À l'inverse, pour un système qui décide si une transaction bancaire est frauduleuse, on va peut-être préférer une très haute précision pour ne pas bloquer les cartes de clients innocents pour rien. Tout dépend du coût de chaque type d'erreur. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de régression linéaire. C'est un exemple très simple. Mais il faut bien comprendre que ce n'est qu'un seul outil dans une immense boîte à outils. Il existe des dizaines, voire des centaines de types de modèles différents. Les cas plus proches voisins, les arbres de décision, les machines à vecteurs de support, chaque algorithme a sa propre logique, sa propre façon d'apprendre, chacun a ses forces et ses faiblesses. Une bonne partie du travail d'un spécialiste en IA, c'est justement de savoir choisir le bon outil dans la boîte pour le problème qu'il doit résoudre. On arrive au dernier concept, et c'est une idée vraiment puissante. Et si, au lieu de chercher à construire le meilleur modèle unique, le champion solitaire, on faisait plutôt travailler plusieurs modèles en équipe? C'est ce qu'on appelle l'apprentissage d'ensemble. L'idée est d'une simplicité géniale. C'est un peu le principe de la sagesse des foules. Si vous posez une question très difficile à une seule personne, même experte, elle peut se tromper. Mais si vous la posez à 1000 personnes et que vous faites la moyenne de leurs réponses, le résultat sera souvent incroyablement juste. C'est exactement pareil pour les modèles. On en entraîne plusieurs, parfois des modèles assez simples, et on combine leurs prédictions. Le résultat final est presque toujours plus fiable et plus robuste que celui d'un seul modèle, même très complexe. Et pour organiser ce travail d'équipe, il existe des stratégies bien connues. Par exemple, le bagging, où chaque modèle de l'équipe s'entraîne sur un sous-ensemble différent des données. Ou encore le boosting, où les modèles sont entraînés les uns après les autres, chaque nouveau modèle se concentrant sur les erreurs commises par le précédent. Ce sont ces techniques d'équipe qui sont à l'origine de certains des algorithmes les plus performants au monde aujourd'hui. Et ça nous amène à une dernière réflexion. On a vu comment un seul modèle peut apprendre, pas à pas, en minimisant son erreur. Mais quand on fait collaborer des centaines de modèles, on ne fait pas que réduire l'erreur. On commence à découvrir des structures dans les données qui sont beaucoup plus subtiles, plus complexes. On crée une sorte d'intelligence collective qui dépasse ce qu'un seul cerveau pourrait faire. Alors si un simple modèle peut apprendre, imaginez ce que toute une équipe de modèles peut finir par découvrir. La question reste ouverte.